Bonjour, donc Jérôme Kersinti, avocat de la Maison des Potes notamment, et aujourd'hui exclusivement. Combattre l'extrême droite, c'est le thème de la table ronde. On pourrait commencer une petite introduction en disant finalement qu'elle est mal nommée, cette table ronde, parce que finalement le Rassemblement national n'est plus d'extrême droite, et aucun autre parti ne se revendique aujourd'hui de l'extrême droite. À croire que l'extrême droite aurait disparu. Et moi je dirais que ce qui est peut-être plus intéressant que combattre l'extrême droite, c'est combattre, et c'est le sujet que je vous ai proposé, c'est combattre le discours de haine, parce que la particularité du discours de haine, c'est qu'il n'est plus, et c'est là où je trouve qu'il y a une forme d'anachronisme, peut-être dans le positionnement de cette table ronde, c'est que le sujet n'est plus celui de l'extrême droite, mais celui du discours de haine qui, j'allais dire, transpire de l'ensemble des partis politiques et de l'ensemble j'allais dire, d'une certaine opinion publique. Et le sujet qui nous incombe aujourd'hui, c'est de savoir, parce qu'on a d'une certaine manière, et je vais commencer, j'allais dire assez mal, on a d'une certaine manière, et je sais Samuel Thomas, l'engagement qui est le tien depuis tant d'années. Mais on sait qu'on a un peu perdu déjà. En tout cas, on a perdu une partie. Et la partie de la bataille culturelle a été en partie gagnée par le discours d'extrême droite, qui aujourd'hui est constant. Et j'allais dire qu'ils ont réussi cette gageure, c'est de faire que ce discours de haine soit posé comme un discours qui n'est plus un discours de haine. C'est-à-dire que c'est un discours intellectuel. Le grand remplacement, c'est un discours qui est débattu dans l'opinion publique comme étant une discussion politique, intellectuelle, qui peut opposer des points de vue. La remigration, qui n'est rien d'autre que la déportation, est posée aujourd'hui dans l'espace public comme un point de vue intellectuel qui n'est plus stigmatisé comme étant spécifiquement un discours de haine. Et où on a les plus grandes difficultés, c'est qu'avant, j'allais dire, on pouvait, quand je dis avant, c'était il n'y a pas si longtemps, on avait un discours de haine dont on pouvait dire qu'il était identifiable au sens où il était disruptif. Tiens, on a le haineux de service qui vient dire sa haine de l'arabe, sa haine du noir, sa haine du juif, et c'est visible et on l'identifie. Aujourd'hui, le discours est tellement relayé dans l'ensemble des médias, dans l'ensemble des discours politiques, qu'effectivement, il est plus difficile à identifier, parce qu'il est plus difficile à poursuivre, parce qu'en réalité, et c'est un peu le propos que je voulais d'ores et déjà vous dire, il est systémique. Il est systémique et il est largement autorisé, toléré, répandu, parce qu'il a aussi une orientation particulière, qui est celle de la haine des musulmans, et ce discours-là est relativement répandu par ces théories du grand remplacement et de la remigration, qui sont des formes de détournement de la réalité. Alors je disais, il devient systémique, et on a eu des procès, Samuel, dont je dis ici quelques mots. On a les institutions de la République qui sont gangrénées par le discours de haine, indépendamment des médias, donc la police, on a eu des procès au sein de la police, les 10 policiers de la BAC de Nancy notamment, et les propos. On a les propos qui ont été tenus par un syndicat de policiers, un représentant de syndicat de police sur une chaîne de grand public nous expliquant que finalement Bamboula, ça reste convenable. On a un procès sur les réseaux Facebook, qui était un réseau animé par uniquement des policiers, et où effectivement se déversait dans le cadre de ce réseau Facebook une haine des musulmans, mais aussi des noirs et de tous ceux qui n'étaient pas blancs et bon teint. On a dans les institutions, indépendamment de la police, qui sont gangrénées, une tribune récente. On a d'ailleurs essayé d'attaquer celle des militaires. On se souvient qu'on a eu tous les généraux qui sont venus au soutien
d'une forme de déversoir politique, nous expliquer qu'il fallait rétablir l'ordre, et dans ce rétablissement de l'ordre, il y avait une stigmatisation et de la République, et on a toujours le doublon, hein, et la République, et derrière, effectivement, une certaine idée de l'association, le musulman, le délinquant, le terroriste, qui est un lien qu'on a de façon constante. Et enfin, j'allais dire, dans l'opinion politique, on n'a pas que Zemmour, on n'a pas que Marine Le Pen, on a eu Pécresse pendant la campagne électorale, on a eu M. Ciotti qui ont eux-mêmes parlé du grand remplacement, et donc le discours d'extrême droite est un discours largement exploité et répandu par les politiques de tous bords et au sein même des institutions dites régaliennes. Et c'est ça qui nous inquiète profondément, c'est que dans les institutions régaliennes même, le discours de haine est un discours qui aujourd'hui est largement répandu. Il est répandu dans les médias, tu l'as rappelé, la prise de contrôle de Bolloré des médias a aujourd'hui un effet dévastateur dans l'opinion publique, parce qu'il répand en fait cette idée que ce discours de haine est un discours commun et un discours normal. Écouter CNews devient tout à fait inacceptable et insupportable, mais pas seulement. LCI, qui n'est pas de Bolloré, est également insupportable, et finalement, quand on a attaqué le discours de la Convention des droits d'Éric Zemmour, c'est un discours qui était relayé par LCI avec publicité à l'avance pour y dire qu'on allait avoir le discours d'ouverture d'Éric Zemmour qui allait expliquer à quel point la République était en danger, et LCI est la seule chaîne à avoir diffusé en direct ce discours de la Convention des droits que nous avons attaqué, qui a fait l'objet d'une condamnation en première instance d'Éric Zemmour, et je dirais quelques mots après, et qui a été relaxé en appel, et nous sommes en cassation dans ce dossier. Mais Bolloré, aujourd'hui, a pris le contrôle non seulement des médias, mais c'est les maisons d'édition qui, demain, sont des maisons d'édition qui vont être orientées culturellement, intellectuellement, et qui étaient des maisons d'édition dites de gauche, et qui, demain, seront des maisons d'édition qui vont porter véritablement le discours de haine. Alors, on a un problème avec la justice, et c'est le problème que la lutte antiraciste et principalement la lutte contre le discours de haine, spécifiquement, j'allais dire, pas principalement, mais spécifiquement se heurte. On a un problème avec la justice. C'est que la justice considère, et là je vais dire des généralités, mais je peux les illustrer derrière. La justice considère que le discours de haine n'est pas un discours qui tue. C'est-à-dire que le discours de haine est un discours qui, certes, va heurter l'ordre public, va froisser d'une certaine manière des populations, va être attentatoire au principe d'égalité de la République, mais d'une certaine manière, c'est pas grave. C'est pas grave parce que les condamnations pénales ne sont jamais importantes. On a toujours des condamnations symboliques, et même quand on est en état de récidive, et alors que la loi le prévoit, il n'y a jamais plus que des amendes. On a des amendes, on a des amendes qui sont en réalité des fausses peines de prison, mais qui sont toujours réduites à la question financière. Et les associations antiracistes, quand elles sont parties civiles, et qu'on demande, et avec la Maison des Potes, d'ailleurs, on a initié une forme de tradition, j'allais dire, de demander des dommages et intérêts importants, puisqu'au départ, les associations antiracistes, elles demandaient 1 euro symbolique, puisqu'elles n'avaient pas de préjudice. Ça fait des années qu'on demande des dommages et intérêts plus conséquents. Aujourd'hui, on est suivi par les autres associations antiracistes, mais on n'est toujours pas suivi par les tribunaux. C'est-à-dire qu'en réalité, les dommages et intérêts sont toujours considérés comme inutiles. On n'a pas de préjudice, nous, associations, alors qu'on vient souvent porter l'action publique, hein, on est souvent le relais de l'action publique, on est même souvent à l'initiative de l'action publique, mais en réalité, on considère qu'on ne subit pas un préjudice et qu'on n'est pas le représentant d'une partie de la société civile. Ce qu'on essaye de plaider constamment, c'est qu'on est un peu la société civile, et que cette société civile, elle est souvent muette, qu'elle ne s'exprime pas, et qu'elle subit pourtant la souffrance que ce discours de haine répand
à longueur d'onde et fait finalement dans les cœurs et les âmes beaucoup de dégâts. Je suis trop long, j'arrête. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup et merci pour ce combat.